Bonjour, continuons notre exploration du monde des REST API en se penchant aujourd'hui sur le cas de Unsplash. Pour ceux qui ne connaissent pas, Unsplash est un site qui propose des images libres de droit, donc réutilisables dans de nombreux contextes, tout bien fait, sur lequel vous avez un moteur de recherche, vous tapez mettons Bretagne, c'est bientôt les vacances, et vous avez la liste des photos qui vous arrivent. Vous pouvez voir évidemment une photo un peu plus en détail avec quelques explications autour, et vous avez la possibilité de télécharger la photo selon plusieurs résolutions, en soi relativement classique bien sûr. Dans le cadre de mes cours, il m'arrive fréquemment de récupérer des photos sur ce site pour pouvoir donner à mes élèves, de manière à ce qu'ils fassent des travaux de création de site par exemple. Le problème étant que j'ai de plus en plus d'élèves, j'ai de plus en plus de travaux, j'ai de plus en plus donc d'images à récupérer, et étant par nature relativement fainéant, j'aimerais bien automatiser un petit peu cette recherche. J'ai donc creusé et découvert que Unsplash propose une REST API justement, me permettant de me connecter et de pouvoir récupérer les informations sur les photos, des informations relativement détaillées, et de pouvoir récupérer les photos en elles-mêmes bien entendu. Donc, et les retravailler après éventuellement dans Python avec pile pour les recadrer à mes dimensions utiles. Euh, Bref, tous les usages qu'on peut après faire le tri aussi, bien sûr, parce que bon, on ne va pas donner n'importe quoi aux élèves quand même. La première chose à faire est de s'inscrire au compte développeur, enfin l'espace développeur, donc d'avoir un compte développeur, c'est sur unsplash.com/développeur. Alors pour ouvrir le compte, je crois qu'il vous faut soit le faire via Facebook si vous avez un compte Facebook, soit en rentrant un mail, je ne sais plus exactement, mais il faut évidemment ouvrir un compte. Une fois que vous avez ouvert votre compte, vous avez accès à votre interface qui va vous permettre de créer ce qu'ils appellent des applications. Chaque application va avoir des règles de fonctionnement, des quotas d'utilisation, etc. Alors qui sont relativement bien expliqués évidemment sur le site. Vous avez ce qui m'intéresse moi, c'est le statut démo, c'est-à-dire une utilisation relativement restreinte, 50 requêtes par jour, étant entendu qu'une requête peut remonter 30 photos, donc pour moi, c'est largement suffisant, bien sûr. Ou pire, si j'ai besoin d'attendre, j'attends 1 heure de plus et c'est pas un problème. Si vous avez des gros besoins d'automatisation, bien sûr, vous avez le mode production ou enterprise qui vous permettent d'avoir des volumes plus importants et des conditions un petit peu différentes que je n'ai absolument pas conçues. Enfin, voilà. Donc créer l'application va vous demander 2-3 questions, rien de très compliqué. Je crois qu'il vous demande le nom de l'application et la description, etc. Donc ça c'est plutôt dans l'idée si vous voulez en faire quelque chose, évidemment. Sous-entendu, le mettre à disposition sur un site, enfin bref, ce genre de choses. Moi, c'est pas du tout mon cas, donc j'ai été au service minimum. Donc, une fois que vous avez créé votre application, vous pouvez revenir dessus, effectivement, pour revoir les paramètres, voire en changer certains. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, bien sûr, vous avez quelques statistiques d'utilisation, vous avez aussi les clés qui vous permettent justement de vous connecter. Selon ce que vous allez utiliser comme système, vous avez besoin soit de l'access key, soit de l'access key et de la secret key, soit d'autres paramètres. Bon, ça dépend vraiment comment vous utilisez. Par défaut, donc ça c'est la doc, vous avez des outils qui vous mettent à disposition. Vous avez une version PHP, une version Ruby, JavaScript, etc. Évidemment, par esprit de contradiction, je vais plutôt utiliser du Python parce que pour ce genre de choses, j'aime bien utiliser du Python. Conséquence, je suis dans un environnement connu, mais qui n'est pas forcément celui que eux semblent préconiser en tout cas, puisqu'ils n'ont pas mis, curieusement, de SDK en Python. Enfin, du moins, il n'y en a pas de officiel. Après, vous en avez des non officiels, c'est celle qu'on va utiliser. J'ai récupéré ma clé, j'ai créé un fichier que j'appelle key.py, dans lequel j'ai créé une variable qui s'appelle unsplash_access_key et qui contient ma clé que je ne vous montre pas pour des raisons évidentes de confidentialité. Voilà. Alors après quelques essais et après avoir cherché sur Internet, je suis tombé sur un package Python qui s'appelle PyUnsplash, tout simplement. Donc, que l'on va donc installer aussitôt, qui est moyennement bien documenté, mais qui, bon,
y a une doc qui existe, hein, qui vous donne quelques exemples. Vous retrouvez ça qui est particulièrement bien fait. En même temps, ça n'a pas besoin de tellement plus. Donc notre schéma va être déjà de récupérer, de se connecter à la REST API et de récupérer des informations sur un certain nombre de photos. On peut interroger soit en allant chercher une photo dont on connaît la clé, enfin l'identifiant, soit d'aller chercher au hasard des photos par rapport à une thématique, c'est l'utilisation qu'on va faire. Dans tous les cas, la démarche est globalement la même, bien entendu. Donc une fois que j'ai récupéré ma clé, eh bien je vais me connecter à p-unsplash. Donc p-unsplash, il faut aussi importer bien entendu. Hop. Voilà, j'importe p-unsplash et je crée une variable qui s'appelle pu comme p-unsplash. Waouh. Non, waouh. Non. Tiens, ma caméra qui est pas en face. C'est pas très grave, mais si je me mets comme ça. Ah, je mets plutôt comme ça d'habitude, c'est ça. Waouh, ah bah voilà. Waouh. J'ai donc créé une variable pu qui correspond à une instance de p-unsplash et qui va donc me permettre d'interroger ma base. On peut le faire soit pour un utilisateur donné, soit pour ce qu'ils appellent une collection, c'est-à-dire un ensemble de photos qui pourrait être intéressant à creuser, c'est-à-dire je récupère une collection d'images sur la Bretagne, soit je vais chercher au hasard dans l'ensemble du stock, tout simplement. Bon, on va plutôt creuser cet espace, enfin cet aspect-là, c'est-à-dire par rapport à un mot-clé ou un ensemble de mots-clés ou à plusieurs mots-clés, je vais aller chercher des photos, on va faire 2-3 essais, hein, après vous adapterez bien sûr. Donc pour ça, je vais créer une variable photo au pluriel qui sera égale à pu. Alors vous avez effectivement plusieurs possibilités, soit photo, search, stat, user, etc. Et collection, voilà. On va donc se pencher sur photo. Et dans les photos, vous avez la possibilité de préciser, query, ça doit peut-être suffire d'ailleurs, query égale Bretagne, par exemple. Et je fais print photo, on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Ça ne suffit pas parce que il faut sans doute, alors je vais vous tenter le coup, mais bon, préciser le type underscore, j'ai vu ça dans la doc, c'est-à-dire random. Est-ce qu'on a besoin de plus? Tac, voilà. Donc là, on n'a pas d'erreur, mais on n'a pas encore de photo, puisqu'on a ici un objet qu'il va falloir évidemment parcourir pour aller chercher à l'intérieur un certain nombre d'entrées, c'est-à-dire que nous avons les photos.entries qui vont déjà être un élément un peu plus travaillable. Non, pas encore, enfin il faut itérer dessus, c'est-à-dire on va faire une boucle, donc for photo in photos.entries. Et là, si je fais print photo, je devrais encore avoir un truc qui n'est pas très parlant. Hop là, si vous voyez que j'ai des photos qui déroulent. Donc il accède bien à mes photos. Par contre, vous le voyez, là pour l'instant, il m'en envoie, je ne sais pas exactement combien. Mais peu importe, on va prendre le contrôle, on va lui en demander count égale 2. Voilà, on va les prendre 2 par 2 dans un premier temps. Je crois que le maximum de count est de 30, donc on va en prendre que 2 pour l'instant et on affichera par la suite. Donc là, vous voyez bien que j'ai maintenant mes 2 photos qui apparaissent. C'est un dictionnaire, il faut, si on se contente de l'afficher comme ça, voilà, on était là. C'est un dictionnaire, enfin c'est une liste de dictionnaires, et il faut pouvoir rentrer dedans. Alors, plusieurs façons évidemment, soit on connaît le nom des clés, soit on ne le connaît pas, et dans ce cas-là, on va les faire apparaître, et nous, on va avoir effectivement nos éléments qui s'affichent. Bon, c'est un peu en vrac, c'est pas très clair, donc je vais retravailler ça off caméra. Enfin, alors voilà. Donc là, pour chaque photo qui nous est renvoyée, on a un dictionnaire qui ressemble beaucoup à du JSON, pour ceux qui en ont
l'habitude, qui nous permet de voir un petit peu qu'est-ce que Unsplash nous donne comme information pour chacune des photos. Alors, en l'occurrence, il y a pas mal de choses. Déjà l'API Key, c'est pour ça que j'ai aussi flouté un peu la caméra. Après, nous allons avoir plusieurs parties dans l'élément. Vous avez la partie body, c'est celle qui est vraiment la plus intéressante à mon sens. Donc dans le body, c'est ce qui nous intéresse. Donc nous allons avoir l'identifiant de la photo. L'identifiant, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir la retrouver éventuellement sur Unsplash. C'est son nom de référence. Donc après, vous avez les dates de création, dates de mise à jour, les dimensions de la photo, ça c'est évidemment quelque chose d'intéressant en ce qui me concerne en tout cas. La couleur dominante de la photo. Alors, j'avoue que de savoir que je ne sais pas quelle est cette photo d'ailleurs, je ne l'ai pas vue encore, hein, bien sûr. On va peut-être prendre une plus petite version. Voilà. Donc nous avons plusieurs versions de la photo qui sont référencées, hein, ce que je vous disais dans l'interface d'admin. À savoir la version RAW, c'est-à-dire la plus haute définition possible, la version full qui est un peu plus petite, la regular encore plus petite, small encore plus petite et thumb encore plus petit. Et puis vous avez la small S3 qui est une autre version de la small. Moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment les URL des photos. On pourrait se contenter de ça, c'est-à-dire récupérer l'URL de la photo, mais tant qu'à faire, j'aime bien aussi créditer les photos quand je les utilise dans mes cours, par exemple, et donc de pouvoir envisager que le nom du photographe apparaît sur la photo, par exemple. Enfin bref, tous les usages, là encore, sont possibles. La description est intéressante, la description alternative est intéressante aussi, le lien vers la page HTML peut être intéressante, enfin bref, vous avez pas mal de choses qui sont intéressantes. Des informations sur l'auteur aussi, bien sûr, du photographe, les informations EXIF pour ceux qui sont un peu curieux de comment la photo a été prise, vous avez quelques informations ici. Chose qui peut être intéressante aussi, c'est la location, donc la localisation par rapport à la latitude et la longitude de la photo, du moins du photographe au moment où il a pris sa photo, puisque je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le raisonner, à moins qu'il ait été déplacé sur la carte. Généralement, il ne doit pas être très loin, le photographe, par rapport à la photo, de toute façon. Vous avez le nombre de vues, vous avez le nombre de téléchargements, et il me semble que vous avez aussi le nombre de likes qui doit traîner quelque part. Voilà, qui permet d'avoir une idée de la popularité de la photo, bien entendu. Bon. Alors, comment récupérer ces informations sous forme un peu plus intéressante? Donc là, j'ai fait apparaître le dictionnaire complet. C'est évidemment pas ce qui m'intéresse, puisque dans l'idée de ce que je veux obtenir, moi, en tout cas, c'est un fichier JSON sauvegardé sur mon poste avec les informations qui m'intéressent sur la photo en question, et un fichier JPEG de la photo en résolution, on va dire standard, normal, régular, je crois qu'ils l'ont appelé. C'est les deux éléments qui m'intéressent. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer là-dessus. Donc déjà, fabriquons-nous un objet qui va s'appeler, mettons, data, j'aime bien les appeler data, avec les informations sur la photo. Alors, première chose qui est évidemment importante, c'est l'ID. Mon objet s'appelle photo.id. Puis on va prendre l'URL. Évidemment, mon objet s'appelle photo.id, c'est-à-dire parce que c'est la clé qui s'appelle. Non, d'ailleurs, c'est pas id, c'est body. Pardon. Photo.body id. Tac. Comme ceci. D'accord, puisque je rappelle, hein, c'est dans la clé, dans l'attribut body qu'on va retrouver effectivement. Ouais, j'ai fait mon truc. Oh là, je suis encore pas. Ah oui, en fait, l'image de ma caméra est inversée. Bon. Et en même temps, je fais ça devant mon écran, mais vous ne le voyez pas. Bref, je suis dans Body et je vais pouvoir récupérer l'ID, le created, le width, le height, etc. et tous ces éléments-là qui m'intéressent. D'accord. Donc là, j'ai besoin de... alors, je vais faire le... On a dit le width et le height, hein, c'est ça? Width et height, ils sont où? Le width et le height. Voilà. Est-ce que la couleur dominante peut m'intéresser? On va prendre quand même.
bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Ça, c'est une phrase... Enfin, bref. Ensuite, la description m'intéresse évidemment. Hop, description. La description alternative, je ne sais pas trop à quoi correspond, mais ça a l'air d'être un complément d'explication. L'URL de la photo, bien sûr. Alors, l'URL. Est-ce que j'ai besoin de tous? Non, je pense que régular. Quelles sont les dimensions des régulars? Régular, ça fait 1000 par 1600 à peu près. Je pense que c'est suffisant pour moi. J'ai constaté dans mes essais que les rows ne sont pas toujours présentes, les foules ne sont pas toujours, sont assez fréquentes, mais pas toujours présentes non plus. Les régulars et les tailles en dessous, elles sont quasiment systématiques. Si vous vouliez, enfin ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est de se dire, j'essaye de télécharger la row, si je la trouve, je la garde, sinon j'essaye de faire la foule, si je la trouve, je la garde, etc. On pourrait faire ce genre de choses. Donc là, je vais récupérer dans mon URL uniquement la taille régulare. Hop. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Le nom de l'utilisateur. Déjà. Et je vais faire un print json.dumps de mon data avec un indent égale 4. Et je vais évidemment importer JSON. Oui, j'ai un réglage. Oh là, j'ai un réglage qui me permet, dès que je tape import.json, de le placer tout en haut automatiquement. Donc là, je vais faire ça, et effectivement, maintenant, je commence à y voir plus clair. J'ai demandé 2 photos de la Bretagne, et il me récupère une première photo, une deuxième photo. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, vous constatez que c'est pas les mêmes que tout à l'heure, puisque, je le rappelle, c'est du random. Je ne sais pas si on peut les trier de manière à les avoir toujours de la même façon. Je crois que le type random impose plus ou moins que ce soit random. Je pense qu'il y a peut-être une option que j'ai loupée, j'avais pas trouvé. Comme de toute façon, moi j'ai besoin de photos au hasard, c'est pas très gênant. Donc, je reprends, j'ai donc mes photos qui reviennent, donc ça c'est très bien. J'ai quelques informations. Si je clique sur cette photo-là, nous avons effectivement... je connais ça. Je connais, mais il nous dit pas où c'est. Ça m'évoque une plage de Bretagne. C'est peut-être pas la même, il y a beaucoup de plages de Bretagne qui se ressemblent un petit peu. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est... qui me vient en même temps, c'est de récupérer la date de création, peut-être aussi intéressante. Mais c'est un peu au fil de l'eau. Description... ah oui, les exifs, on avait parlé des exifs. Donc ils sont pas toujours remplis aussi. Et la location, voilà, c'était la location qui m'aurait permis de vérifier si la photo était un endroit que je connais ou pas. Donc là, je relance. Voilà, alors, donc là, j'ai maintenant une photo de Maria. Bon, je vais prendre la suivante. Désolé Maria. Voilà, Robin Huneau nous a fait une photo qui est donc sans description, mais avec une description alternative. Les exifs sont remplis, donc les informations de prise de vue de l'appareil numérique. Et la location, elle, n'est pas remplie ou partiellement remplie. J'ai aussi constaté que c'était pas souvent rempli. Par contre, celle de Maria est donc remplie avec effectivement un peu plus de choses, et vous voyez qu'on a bien la latitude et la longitude qui sont à disposition. C'est l'adresse sur le site de la photo, c'est-à-dire si je récupère maintenant, alors j'aurais pas forcément toujours pas les mêmes bien entendu, donc là j'ai Plumeur Baudou,
qui a ces informations de latitude et de longitude. Ah voilà, qui a maintenant le site, l'adresse du site, et l'adresse du site nous permet de revoir la photo justement dans le contexte Unsplash, qui est en fait un lien vers unsplash.com/photo suivi de la clé, enfin de l'identifiant tout simplement. On n'a pas vraiment besoin de le récupérer, puisqu'on pourrait le régénérer hein, dans l'absolu. Bon. Voilà. Donc la première phase, on a les informations qui nous intéressent. Deuxième phase, on va les sauvegarder. On va les sauvegarder dans un fichier JSON. Ça, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire assez classique. Je vais créer une variable que j'appelle AllData, qui va donc être un tableau. À chaque boucle dans mon tableau AllData, eh bien, j'append mon data. Et à la fin, bien sûr, nous allons open mon fichier splash.json. Quoi, j'en ai déjà un. Ah non, je l'ai appelé underscore. On va faire ça proprement quand même. Hein. Je vais créer un JSON file qui va donc s'appeler Bretagne.json. Et j'ouvre mon fichier en écriture as file. Et dans file, j'écris. Eh bien, j'écris tout ça. J'écris mon JSON dump indenté pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et ça, évidemment, on va le mettre en haut. Donc, je crée une constante qu'on s'appelle Bretagne. Je récupère mes données, je les rajoute dans un tableau au fur et à mesure. Et ensuite, je sauvegarde sur mon tableau au format JSON. Ah bah oui. C'est pas data qu'il faut que je sauvegarde, c'est all data. Voilà, donc là j'ai une première photo et une deuxième photo. Bon, là on a déjà quelque chose qu'à se mettre sous la dent, maintenant il faut qu'on aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire on va sauvegarder évidemment les fichiers.